Parce que là, mise à jour économique du Québec, entre autres, là, on commence à sentir les réactions là, qui commencent à sortir par divers communiqués. Là. Et toi, qu'est-ce que tu en as pensé de cette mise à jour-là, Mathieu Prou? Ben, on va avoir de l'argent dans notre portefeuille. Donc, quelques économies, dans le fond, qui ont été. Et c'est une mise à jour économique, c'est pas comme un budget. Là, ça part pas de. C'est pas tout nouveau. Il y a pas des gros changements, mais quand même. Bon, d'abord, évidemment, il y avait des attentes là, au niveau de la fameuse taxe sur l'essence. Mais comme certains savent, c'est pour ça que, tu sais, au Canada anglais, le prix de l'essence a beaucoup diminué. Là. Si tu vas en Ontario, par exemple, on va se rendre compte que le prix du litre d'essence est beaucoup plus bas qu'ici. C'est une vingtaine de sous quasiment là, de moins parce que la taxe carbone a été éliminée au ROC dans le reste du Canada. Mais au Québec, c'est un peu différent le système. Donc, cette taxe-là, c'est un partenariat avec la Californie. Donc, ben, en effet, donc, de couper cette taxe sur l'essence-là, ben, ça a ramené un déficit de 1,5 milliard qu'on aurait dû trouver ailleurs. Donc, ça n'a pas été coupé comme M. Drainville l'avait laissé sous-entendre là, au début de l'année. Ils ont essayé de voir qu'est-ce qu'ils pouvaient faire. Il y a quand même des choses qui vont être laissées de côté là, au niveau de ça. On devrait peut-être voir là, un certain ajustement au début de janvier 2026. Mais sinon, les cotisations en régie des rentes et en RQAP qui vont diminuer, grosso modo 150-200 $ qu'on va économiser durant l'année. Mathieu Euh, Prou, est-ce que c'est du côté seulement des employeurs et c'est aussi du côté des employés là, qu'il y a une diminution de ce côté-là? c'est sûr que c'est un peu des deux, mais c'est principalement chaque individu là, qui va avoir cette diminution-là. Pour ce qui est des entreprises, il y a quand même une certaine diminution au niveau de la taxe de la masse salariale, dans le fond, qui va être diminuée. Donc, il y a quand même une certaine réduction de ce côté-là. Ça a été salué là, d'ailleurs par la Chambre de commerce et d'industrie de Rouyn-Noranda pour donner un petit peu d'air finalement aux entreprises, Mais justement. pour faire un bout de chemin, Mathieu, sur le prix de l'essence, là, vous dites que c'est. Ben, vous dites, moi, ça, je vous vois. On se connaît depuis 20 ans, Mathieu. Oui, Mais ça, c'est pas grave, tu fais bien ça, tu me donnes l'impression, il faut que je te vous vois. Mais bon. non, mais le prix de l'essence, là, vous dites qu'il y avait une baisse d'un déficit d'1,5 milliard, mais est-ce que ça diminuerait pas un peu les coûts des objets qui se retrouveraient sur les tablettes, des aliments, puis tout ça, et donc ça pourrait pas faire un accélérateur économique à ce moment-là? Possiblement, tout est relié, mais c'est sûr que là, c'est surtout le fonds carbone, dans le fond, là, qui doit être renfloué. Là. Le Québec y participe, la Californie y participe, donc c'est sûr qu'on diminuerait notre participation de manière assez importante. Fait que c'est surtout là où le 1,5 milliard, oui, peut-être qu'il y aurait un certain impact sur la chaîne d'approvisionnement, dans le fond, là, mais c'était un peu trop gros risque là, à prendre en ce moment, là, je pense. Non, c'est mieux le 10 dans nos poches par mois. Oui, c'est ça. On va, Ça devrait faire une différence. oui, ben on va poursuivre, Mathieu, parce que ce matin, en fait, oui, Il y a quand même, tu sais, au niveau, il y a quand même une certaine aide là, pour l'industrie forestière. Est-ce que ce sera suffisant? C'est ce qui reste à voir, mais on a quand même soutenu l'industrie forestière, l'industrie agricole aussi, les pêcheries, pour essayer de justement donner un petit coup de pouce à l'économie, dans le contexte évidemment des tarifs, tout ça. Donc, on essaie de toujours supporter un petit peu plus. C'est pas encore très concret. Mais d'ailleurs, le premier ministre qui va rencontrer le Conseil de l'industrie forestière cet après-midi. Donc, on va voir un peu aujourd'hui qu'est-ce qui va en ressortir de ça. Puis, j'ai trouvé ça intéressant, mais il y a le député Abitibi-Est, là, qui est maintenant indépendant, qui a ramené un petit peu l'Abitibi-Témiscamingue au devant de l'Assemblée nationale en parlant du fameux déficit d'investissement, là, l'étude des préfets, qui a rappelé que l'Abitibi-Témiscamingue est la 16e région sur 17 au niveau de l'investissement en infrastructure. Ça n'a pas plu à ses anciens collègues de la CAQ là, qui ont dit, ben, je veux dire, qui ont prétendu que toutes les régions ont cette même prétention-là de dire qu'il faut plus d'investissement. Donc, le ministre Benoît Charette, ministre des Infrastructures, qui a dit notamment la population de Témiscamingue représente 1,7 % de la population du Québec. Et le PQI, de la dernière année, prévoyait des investissements de l'équivalent de 2 %. Mais le PQI, entre le PQI qui se réalise
et les investissements probables ou peut-être, ou dans 10 ans ou dans 25 ans, c'est différent. Donc, un peu méprisant ici, le ministre Benoît Charette, là, au niveau des investissements. Pour aller lire ça là, sur Radio-Canada, c'est Annie-Claude Luneau là, qui a rapporté ça Mais aujourd'hui. Mathieu Prou, Pierre Dufour, là, qui a les coudées franches comme indépendant maintenant, il trouve le moyen de Ouais, se faire entendre. Croyez-vous que ça va influencer d'autres régions? ben, souhaitons-le, mais c'est sûr que c'est là que tu vois que c'est intéressant. Tu sais, depuis 8 ans, on était représenté en fait, depuis 4 ans, 3 députés de la CAQ. Et on se disait, ben, on est au pouvoir, ça va nous rapporter, il va avoir un impact. Et ben, visiblement, être au pouvoir, c'est pas tout. Encore faut-il avoir des représentants qui nous écoutent, tout ça, qui portent notre voix finalement, et non l'inverse, là, porter la voix du gouvernement dans les régions, ce qu'on a vécu un petit peu plus dans les 4 dernières années. Donc, on voit quand même que Pierre Dufault, malgré tout, là, sont rendus 7 dans le parti indépendant, si on peut l'appeler ainsi. C'est difficile, là, souvent, les gens le disent, là, sont en arrière de l'Assemblée nationale, ils n'ont pas beaucoup de temps de parole, mais s'ils l'utilisent à bon escient, ça peut quand même être intéressant, surtout que là, à 7, ben, ça commence à faire pas mal de monde qui peuvent jaser. Euh, donc, c'est intéressant de suivre notre collègue Pierre Dufour, qu'on croise aussi beaucoup dans la région, qui est de plus en plus sur le terrain. Donc, bravo, M. Dufour. C'est quand même une belle façon de compléter cette dernière année de mandat, finalement. Ben oui, effectivement. Bon, ben, maintenant, Mathieu, là, tu parlais d'impact, puis après-midi, il va y avoir une annonce, en fin de compte, là, du premier ministre, là, le ministre le responsable de la région en même temps. Là. J'espère que ça va avoir une retombée. Vous allez être là. Les journalistes de Radio Boréal et de Médiaté seront là certainement. Euh, L'hôpital, projet Dumont, ça va recevoir son appui, ça, un jour? Oui, ben d'ailleurs, il y a le projet du Monde qui a commencé à faire un peu de présence médiatique pour faire un peu la mise à jour du projet. Hier, ils étaient en rencontre publique à Launay, donc il y a quand même une trentaine, quarantaine de citoyens qui se sont déplacés pour en apprendre un peu plus sur où en est le projet. On sait, Dumont Nickel, Royal Nickel dans le temps. Là, moi, j'ai commencé de journaliste en 2010, on en parlait. C'était à ce moment-là au bureau d'audience publique. Le projet, il est concrétisé, il est clair, tout ça. Il a beaucoup évolué avec le marché du nickel. Et là, encore une fois, le marché du nickel qui a changé un petit peu, le marché de la batterie aussi, avec tout ce qui se passe aux États-Unis, on met un petit peu moins d'accent là-dessus. C'est un peu moins certain. Bon, la Chine aussi qui produit beaucoup de batteries, tout ça, ça complique le marché, mais Dumont Nickel qui a révisé son plan d'exploitation, donc maintenant qui parle d'une mine de 29 ans à 47 ans de durée de vie. Ça, 47 ans, c'est quand même près d'un demi-siècle. Donc, beaucoup d'impact sur le long terme dans la région. Donc, on explique vraiment ce changement de cap-là, là, donc étaler finalement la durée de la mine sur plus longtemps par le ralentissement du marché du nickel pour le secteur batterie, les véhicules électriques. L'entreprise qui va se tourner davantage vers des marchés stratégiques comme l'aéronautique, les infrastructures militaires et l'électronique, les infrastructures militaires. On le sait, dans le dernier budget, Mark Carney, il y a eu beaucoup d'investissements annoncés. On met de plus en plus l'accent là-dessus euh, pour justement les pressions qu'on a face de la part des États-Unis. Donc, de se réarmer, de se rééquiper. Donc, ça fait partie de ça. Donc, production annuelle de 42 000 à 25 000 tonnes de nickel, donc l'étaler sur plusieurs années, des infrastructures plus modestes, réduction de la taille des équipements, de l'usine de traitement là, pour diminuer les coûts, tout ça. Coût total du projet qui passe de 3,3 milliards à 1,9. Et il reste 20 du financement à compléter, là, selon ce qu'on a pu apprendre récemment. Et donc, ça, c'est intéressant. Donc, ça va être à suivre parce que c'est toujours 1200 travailleurs attendus durant les 3 années de construction de la mine qui devrait débuter en 2026. 500 emplois permanents pendant l'exploitation. On a toujours un projet prévu là, pour produire du concentré d'hydroxyde de nickel et de cobalt là, pour les batteries dans les 5 premières années d'opération. Donc, c'est intéressant. Puis, il y a la Chambre de commerce d'industrie d'Amos-Aricana, d'ailleurs, qui a voulu appuyer ce projet-là, qui s'est même allié avec ces 4 autres chambres de la région, donc Val-d'Or, Rouyn-Noranda, l'Abitibi-Ouest et le Témiscamingue, et même la Fédération des chambres de commerce du Québec, qui ont appuyé ce projet-là, qui ont demandé à ce que les instances gouvernementales aussi l'appuient. Il y a des gros projets, d'ailleurs,
dans des projets de développement économique. M. Carney, le premier ministre du Canada, qui fait plusieurs priorités un peu partout. Il y a eu quelques projets au Québec là, qui ont été annoncés ces dernières semaines. Puis j'imagine qu'on espère que Dumont-Nickel puisse faire partie de ces priorités-là. C'est un peu le message qu'on envoie là, de par l'appui de la Chambre de commerce aujourd'hui, là, ce matin, pour Dumont-Nickel. Donc, ça va être à suivre dans les prochaines semaines, prochains mois. M. Legault, lors de sa dernière visite en Abitibi-Témiscamingue, a appuyé le projet Dumont, il a rencontré les gens. Il n'a pas confirmé le bloc officiellement, mais semble-t-il qu'officieusement, le bloc énergétique est garanti pour Dumont-Nickel. Donc, ça, c'est certainement quelque chose de rassurant parce que c'était une condition sine qua non pour la réalisation du projet. S'il n'y a pas d'électricité, ben, ça devient un peu compliqué de le concrétiser. Donc, ça devrait être confirmé de ce côté-là. On est avec Mathieu Proulx pour la chronique Actualité. Mathieu, juste une dernière petite question par rapport à Dumont-Nickel. Ça fait 70 ans qu'on travaille sur ce projet-là, hein, puis là, on parle d'une durée de 49 ans. C'est quand même des chiffres impressionnants. Et là, vous parlez d'un 20 encore de financement. Est-ce que ça voudrait dire que le financement se poursuivrait malgré le démarrage du projet ou le démarrage du projet dépend de ce dernier 20 %-là? Une très bonne question, mais je sais que Dumont-Nickel, c'est un projet un peu différent. C'est pas du financement public comme beaucoup de projets miniers. Donc, c'est vraiment privé. Donc, c'est complètement différent au niveau de la structure de financement. M. Vézina là, qui disait dans les médias que oui, les investisseurs aux États-Unis sont un peu, pardonnez-moi l'expression anglaise, stand-by, là, en attendant de voir qu'est-ce qui se passe avec les marchés. Mais je ne crois pas que ça compromette là, le projet. Ce n'est pas ce qu'on entend jusqu'à maintenant. Et c'est assez spécial pour un gars de mon âge, puis même tous les plus jeunes aussi, d'entendre parler d'armement au Canada et d'imaginer qu'il pourrait y avoir des usines d'armement près d'ici grâce à une usine qui fournit de la matière première. Donc, c'est assez impressionnant. Maintenant, Mathieu Proulx, dernier sujet, parce que là, tantôt, je parlais d'une semaine tranquille, mais c'est quand même des sujets assez importants. Discussion maintenant des candidats de Landrienne, parce que les élections ne sont pas terminées du côté de Landrienne. Non, c'est que ça bat son train à Landrienne. En fait, c'est dimanche le vote par anticipation et le 7 décembre, le vote, l'élection générale pour la mairie de Landrienne. Donc, il y a deux candidats jeunes. C'est intéressant, ça, parce que des candidats de moins de 35 ans au Québec, il y en a peu. C'est un peu moins de 10 si je me souviens bien là, les chiffres que j'avais vus récemment. Donc, Guillaume Lacasse, entrepreneur local, Miguel Gagnon, un jeune père de famille, camionneur, qui tentent leur chance, qui mettent leur tête sur la bûche, comme on dit, pour solliciter le vote des citoyens. Donc, il y a une trentaine de citoyens qui ont assisté à la rencontre hier et une cinquantaine, un petit peu plus aussi, qui l'ont regardé en différé sur Facebook. Donc, ça sollicite quand même l'intérêt. C'est intéressant de voir ça. Une belle salle bien remplie quand même hier à Landrienne. Deux jeunes candidats, comme tu dis, mais aussi deux nouveaux politiciens, en quelque part. Oui, c'est ça. Donc, très peu d'expérience. Hier, sont arrivés quand même les deux nerveux, stressés, mais quand même préparés. Guillaume Lacasse et Miguel Gagnon qui ont quand même proposé des projets, notamment en transport collectif. On a proposé du côté de Guillaume Lacasse de faire une association avec le transport adapté d'Amos, par exemple, de peut-être faire des partenariats pour offrir du transport aux citoyens de Landrienne. On a parlé de sentiers multi-usages, les deux candidats qui ont proposé ça, d'avoir un endroit pour pouvoir marcher dans la nature à proximité du village. On a parlé de CPA communautaire, du Guillaume Lacasse également, donc pour les familles, donc pour inciter des nouvelles familles à s'installer, d'avoir un CPA communautaire dans le milieu de Landrienne. Donc, c'est des projets qui les animaient, qui avaient le goût de s'impliquer. On parle aussi de mieux communiquer les événements, de se doter d'une application. Ça, c'est un projet de M. Lacasse également. M. Gagnon qui nous a parlé d'une deuxième réserve d'eau potable, d'essayer de voir un peu comment on pourrait peut-être développer ce projet-là pour sécuriser l'alimentation en eau au village. Donc, des belles idées. Vous pouvez aller réécouter ce live-là sur la page Facebook de la municipalité de Landrienne. Ça dure environ 1 heure, ça s'écoute bien. Vous allez pouvoir découvrir parce que c'était aussi ça l'enjeu après 12 ans de vie politique. M. Barry faisait un excellent travail, donc les citoyens, sans nécessairement pas s'en préoccuper, peut-être on a pris ça un peu de côté parce que ça allait bien. Quand ça va bien, on ne choque pas, on ne chiole pas, on ne questionne pas. Ça va bien.
Donc là, ben, on a un nouveau conseil, des nouveaux conseillers qui ont été élus par acclamation, quelques anciens aussi qui reviennent, et un maire qui va être élu le 7 décembre. Donc, c'est intéressant d'aller connaître ces candidats-là, puis de voir qu'est-ce qu'ils vont pouvoir apporter, parce qu'ils vont amener aussi une nouvelle dynamique à la table des maires de la MRC aussi, éventuellement. Donc, c'était bien intéressant d'écouter ça hier soir et de voir la belle participation là, des citoyens du coin. Très intéressant, Mathieu Prou. Puis oui, comme tu dis, c'est un village très dynamique, Landrienne. Fait que là, ben, c'est de se renouveler. De voir aussi la disponibilité, hein, parce que c'est pas évident non plus quand on est dans la vie active versus certains Oui. retraités qui se présentent aux élections. Est-ce que ces jeunes-là vont être en mesure d'être présents comme élus? C'est ce qu'on souhaite. C'est ce qu'on souhaite. Ben, C'est pas mais facile, là, non, parce que c'est les municipalités ça. ont de plus en plus de responsabilités, puis tout ça. Puis, hey, en terminant, c'est Opération Nez Rouges qui commence en fin de semaine. Donc, si ça vous intéresse, moi, j'ai déjà vécu cette expérience-là de bénévole. Nez Rouges, il reste encore quelques places pour des équipes. En fait, il y a toujours des besoins. Il y a beaucoup de parties qui commencent là, en fin de semaine un peu partout. Comme vous savez, au cours alternatif, nous aussi, ça commence, puis il y en a partout. Il y a Trip à 4 aussi qui fait son lancement, ça va être un gros party là-bas. Donc, ça va être animé. Donc, si ça vous tente de donner un peu de temps, souvent, ce qu'on dit, si vous êtes raccompagné une fois, ben, faites-le aussi comme raccompagnateur. Puis ça va aider un gros coup de pouce à la gang du mouvement de la relève de la Moss-Région pour faire en sorte que cet événement-là soit un succès, puis que nos routes soient sécuritaires. On le sait, il y a des taxis, mais c'est compliqué. Donc, Nez Rouges donne un gros, gros coup de pouce. Donc, on vous encourage à aller vous inscrire. Opérationnezrouges.com. Merci Mathieu. On va s'assurer de donner l'information le plus souvent possible ici à Radio Boréal 105.3. Merci beaucoup de ta contribution pour la lecture de l'actualité de la dernière semaine, Mathieu Prou. Parfait.